Alors c'est une enquête qui fait toujours parler d'elle, l'étude de l'ONG Oxfam sur les écarts de rémunération entre les dirigeants du CAC 40 et le salaire moyen de leurs collaborateurs dans leur entreprise. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Étude qui porte, je le précise, sur les revenus et les salaires 2022. Juste une question, on va rentrer en long, en large sur les conclusions de cette étude. Est-ce qu'elle est à charge, cette étude, ou elle est simplement factuelle? Je me suis posé la question parce que quand j'ai regardé le titre du rapport, c'est « Cash 40, trop de millions pour quelques hommes ». Il y a un parti pris où on se dit que ça reste factuel, alors, au moins dans l'approche. Il y a un point très important, c'est que la méthodologie est incontestable. Et elle est vérifiée auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'Oxfam veut mesurer les inégalités, a fait son travail, a envoyé les infos aux entreprises qui ont confirmé et commenté. Ensuite, quand on peut dire est-ce que c'est un parti pris, c'est le commentaire qui en est fait. À partir de cela, donc Oxfam juge que c'est scandaleux, a des mots très durs, mais on peut tout de même discuter vraiment cette étude parce que Oxfam, les années précédentes, a parfois été critiqué pour sa méthodologie. Ils ont fait beaucoup de progrès, ils sont associés avec certains économistes. Patrick Artus a par exemple travaillé avec l'ONG. Aujourd'hui, la méthodologie est béton, donc on peut ensuite avoir le commentaire que l'on veut sur ces chiffres, mais la base, elle est factuelle sur le salaire, les rémunérations des dirigeants et sur le salaire moyen des salariés de ces groupes. Donc la base est très intéressante. Entre 2019 et 2022, la question de combien est-ce que les salaires des patrons du CAC 40 en moyenne ont augmenté, c'est 27% par an. 27% par an. 27% au total. Hein, c'est par an ou au total? Sur la période. Sur la période, d'accord. Ok, à 6,6 millions d'euros. La question c'est, en face à cela, de combien ont augmenté en moyenne les rémunérations des collaborateurs? Donc de 9%, les collaborateurs. Ah, 9%. 9% sur 3 ans. 27 versus 9. Voilà. Donc, évidemment, on comprend pourquoi l'écart se creuse. C'est-à-dire que le rapport était de 1 à 111 en 2019, il est donc de 1 à 130. Les PDG gagnent en moyenne 130 fois plus que le salaire moyen. Donc, clairement, de façon factuelle, les inégalités se sont creusées dans les entreprises. En 3 ans. En 3 ans. Et c'est intéressant, c'est pas seulement, on voit des chiffres de salaires mirobolants qui sont... mais en plus de ça, c'est intéressant de comparer, de voir si par rapport au salaire moyen de l'entreprise, l'écart s'est creusé et inévitablement, il s'est creusé. Donc ça, c'est un point aussi tout à fait factuel. Il s'est creusé en France, mais si on faisait ce petit calcul, si Oxfam fait ce petit calcul en Espagne, en Italie, on aurait sûrement aussi des écarts très importants. C'est une tendance mondiale. Franco-française. Évidemment, c'est une tendance mondiale dans les pays, alors plutôt dans les pays anglo-saxons, Royaume-Uni et États-Unis, mais effectivement, c'est l'argument des patrons de dire que c'est un marché mondial, le marché des dirigeants est un marché international. Donc voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande pour avoir des bons managers. Comme les joueurs de foot aussi. Exactement, comme les joueurs de foot. Donc si vous voulez avoir les meilleurs, il faut les payer. Mais un point très important quand on regarde l'enquête Oxfam, c'est de comparer les patrons entre eux et les écarts de rémunération selon les différentes entreprises. J'ai regardé le secteur de l'automobile, par exemple. Ah oui, non, mais il y a des trucs à dire là. Voilà, pourquoi est-ce que le salaire chez Stellantis, l'écart est de 1 à 341 donc, Carlos Tavares gagne 341 fois plus que le salaire moyen, alors que chez Renault, c'est 90, ou 97, pardon. Ouais. Donc, mais quelle est la différence ? En tout cas, Desmaures a demandé une augmentation de salaire. Hein. Il a augmenté, il se trouve un peu sous-payé. Mais même s'il a une augmentation de salaire, l'écart est encore loin. Et un point encore très important dans ce secteur, Michelin, qui est aussi quand même dans l'automobile, puisqu'il fabrique des pneumatiques, l'écart est de 1 à 50. Mais il y a un point très important, c'est que c'est assez délibéré. C'est-à-dire que le patron de Michelin, Florian Mélégo, a capé sa rémunération. C'est-à-dire qu'il y a un salaire un peu maximum qu'il ne peut pas dépasser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas gagner plus de 3 fois son salaire fixe avec les rémunérations variables. Donc, bon, on voit bien des différences de comportement. C'est ça, moi, qui m'a intéressé dans l'étude. C'est-à-dire, au-delà de dire, bon, est-ce que les salaires sont plus ou moins élevés, quand on regarde, on se dit, mais pourquoi certains limitent et d'autres n'ont aucune limite. C'est ça quand même la question qui est posée. Et donc plus cet écart est important, je le redis, mais évidemment, je pense qu'on l'a compris, plus l'entreprise peut être considérée comme étant inégalitaire. Après, je me dis, les boîtes du CAC 40, quand on est salarié, franchement, du boîte du CAC 40, on n'est pas
spécialement à plaindre. Je veux dire, très peu de gens sont payés au SMIC, qui sont même plutôt bien payés, les gens qui travaillent, les collaborateurs de boîtes du CAC 40. Quand on regarde notamment dans certains secteurs, dans le luxe, dans la banque, les salaires, c'est 60 000, 80 000, 90 000 euros en moyenne par an. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. L'exercice aussi. Hein. Exactement, parce que l'exercice se base sur le salaire moyen et ne se base pas sur le salaire médian que les entreprises n'ont pas l'obligation de communiquer. Le salaire médian, ce serait beaucoup plus précis puisqu'on aurait la frontière entre ceux qui gagnent moins du salaire, les 50% du salarié en dessous de cette limite et au-dessus. Donc, alors que le salaire moyen, il peut être dopé par des gros salaires de la boîte. Exemple, la banque. Vous avez les salaires des traders, évidemment, qui gonflent le salaire moyen. Et vous avez au Crédit Agricole, un chiffre qui m'a marqué, autour de 100 000 euros de salaire moyen de la banque. Ouais. 100 000, vous vous rendez compte? Donc, mais ce qui fait que, du coup, l'inégalité entre le patron, le PDG et ses salariés est beaucoup plus faible parce que le salaire moyen est tiré par des grosses rémunérations. Donc c'est un peu la limite de l'exercice, mais sauf que Oxfam travaille avec les données dont elle dispose. Mais on voit bien que donc la vision de l'inégalité, enfin la photo précise est difficile à avoir. On a parlé de Stellantis, rapport de 1 à 341. Le patron de Stellantis qui gagne 341 fois plus que le salaire moyen chez Stellantis. Il y a pire ou il y a mieux, diront certains, c'est chez Téléperformance. Oui. Là, on a un ratio de 1 à 1452 fois. C'est un cas un peu particulier. Oui, je sais. Parce que, non, mais voilà, c'est à la limite aussi de l'exercice, c'est que Téléperformance, c'est le spécialiste des centres d'appel dans des pays à bas coût, à très bas salaire. Donc effectivement, quand on compare ces très bas salaires avec le salaire du PDG en France, l'écart est encore plus important. Donc c'est le chiffre de 1500 qui paraît un peu fou, qui a relativisé à cause de ça. Il n'empêche que ça révèle quand même une inégalité dans le groupe. Mais au-delà de tout ça, moi je trouve... Carrefour, il y a aussi Carrefour en France. Un rapport de 1 à 426. Exactement. Mais on gagne 426 fois plus que le salaire moyen des collaborateurs. Là aussi, la réponse de la société, c'est vous comparez des salariés dans les pays émergents, notamment le Brésil, qui sont beaucoup moins payés qu'en Europe. Donc, on peut entendre l'argument. Non, mais c'est-à-dire que c'est un argument à prendre en compte, effectivement, pour commenter ce ratio. Il n'empêche que ça révèle quand même aussi l'inégalité chez Carrefour. Ouais. Donc c'est... Carrefour, la réponse est assez virulente d'ailleurs au classement d'Oxfam en disant que ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut avoir cet élément en tête, mais ça a quand même un sens de connaître ce ratio d'inégalité dans le groupe. On a parlé des boîtes du CAC 40 qui sont... plus inégalitaires. Il y en a qui sont moins inégalitaires. Vous avez cité Michelin, mais également dans le luxe ou dans les banques, pour des raisons aussi qu'on a expliquées, on a des ratios qui sont plus faibles. C'est ça. De l'ordre de 20, 30... C'est ça. Et donc, alors le plus bas, c'est le Crédit Agricole autour de 20. Et je reprends l'exemple de Michelin autour de 50. Moi, ça, Orange aussi, je crois, est à 30. Et Orange est assez bas. Moi, du coup, ça pose la question sur la mesure à prendre pour pousser certains patrons à plus de décence. Parce que c'est ça quand même, là, ce qui monte. Et dans tous les secteurs, ce n'est pas seulement les ONG qui sont préoccupés, mais y compris des associations de conseil, des organismes de conseil aux investisseurs. Enfin, le salaire de Stellantis, beaucoup d'organismes qui conseillent les investisseurs ont voté contre. Parce que les gens commencent à se dire, c'est too much. Oui, Stellantis étant de droit néerlandais, oui, tout ça n'est que consultatif. Oui, c'est ça. Donc on peut se poser la question, comment inciter les patrons à plus de décence? Alors, l'ONG Oxfam a une proposition radicale, c'est un plafond. Comme dans les entreprises publiques. Comme dans les entreprises publiques. Voilà, de 1 à 20. Les entreprises publiques, c'est 450 000 euros bruts par an. C'était décidé sous François Hollande en se basant sur les écarts de salaire de l'époque. Donc, est-ce qu'il faut aller vers un plafond strict? On peut légiférer là-dessus? On peut absolument légiférer. La question, c'est toujours pareil. Vous savez, si on légifère en France, quel effet ça aura sur les managers? Est-ce que nos grands managers n'iront pas travailler dans d'autres pays pour fuir cette législation? C'est une vraie question, mais vous savez, je suis interpellé par ce qu'a dit Carlos Tavares chez Stellantis. Il leur a dit, vous êtes choqué par ma rémunération? Eh bien, faites une loi et je la respecterai. Donc, c'est drôle, ça, comme réponse. Non, mais et voilà, en disant, bon, mettez-moi une limite, et alors du coup, ça pourra être une incitation auprès des actionnaires pour essayer de se conforter à cette limite. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir
pour savoir à quel niveau fixer une limite, mais au moins une incitation forte. Si vous dépassez, je ne sais pas, le ratio de 1 à 50, est-ce qu'il ne faut pas taxer les salaires des dirigeants pour les inciter à se conforter à cette règle? Vous voyez, il y a de tels écarts, je trouve qu'on ne peut plus laisser faire. Et surtout, il n'y en a plus de rationalité. Dans le même secteur, quand certains sont 1,97 et d'autres, comme Tavares, à 341, mais quelle est la logique? Les deux entreprises sont des entreprises rentables, des entreprises qui sont en pleine transformation. Donc voilà, on perd la rationalité et sans doute la puissance publique a à intervenir pour en redonner un petit peu. Avant de se quitter, Thierry, on regarde la une de Challenge cette semaine. Rien à voir, aucun lien entre les deux. Les grands escrocs, comment ils ont exploité le capitalisme? Oui, c'est un sujet fascinant. On a regardé alors à la fois les escrocs actuels. Dans le cyber, il y a eu de grands scandales, un grand scandale avec Elizabeth Holmes, la start-upeuse qui a arnaqué ses investisseurs aux États-Unis récemment. Il y a quand même beaucoup d'escrocs actuellement qui jouent des failles du capitalisme. Mais il y a une histoire des escrocs qui est absolument extraordinaire. On est allé très loin, on est allé jusqu'à Charles Ponzi, l'inventeur de la fameuse pyramide de Ponzi. Toujours d'actualité, ça. Voilà, celle-là qui est reprise par ses successeurs. Donc c'est assez fascinant de se plonger dans l'histoire du capitalisme pour voir à quel point ces escrocs très intelligents ont souvent exploité les failles du système. À lire dès aujourd'hui dans le magazine Challenge. Merci Thierry Merci Fabre, rédacteur en chef à l'hebdomadaire. Merci à vous. Au revoir.